Bonjour à tous, bienvenue à ce festival, à cette 22e édition de Livre en Marche. Livre en Marche, c'est un festival de rencontres avec des experts et des passionnés. C'est un festival engagé qui souhaite interroger sur le monde que nous voulons construire pour demain. Quel est le rôle de l'éducation face aux grands défis de notre époque ? Et si la solution venait de l'éducation ? C'est le sujet que nous allons aborder tout de suite avec nos invités. Et c'est avec un vrai plaisir que je vous propose d'écouter Anne-Sophie Novelle et Heidi Sevestre. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous laisser vous présenter d'abord. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ? La locale de l'étape commence. Écoutez, je suis ravie en tout cas de vous retrouver cet après-midi. Donc, je m'appelle Heidi Sevestre. Je suis glaciologue. Je travaille pour une institution un peu bizarre qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, donc les 8 pays de l'Arctique ensemble. Et j'ai une chance extraordinaire. C'est d'un côté de pouvoir passer beaucoup de temps sur le terrain, sur les glaciers, un petit peu partout sur Terre. Et l'autre chance que j'ai, c'est de participer à des événements comme celui-là, de faire énormément d'éducation et de communication scientifique. Parce que les glaciers, ils peuvent paraître très loin. Et si on ne sait pas ce qui se passe au niveau des glaciers, on ne s'en soucie pas beaucoup. Donc l'importance d'éduquer, on va en parler, elle est vraiment dans mon cœur. Top, merci. À toi ? Alors moi, je m'appelle Anne-Sophie Novelle, je suis économiste de formation. Mais rapidement après ma thèse, je me suis tournée vers le journalisme avec l'intention de placer l'écologie à la une des médias, parce que ce n'était pas trop le cas il y a une vingtaine d'années. Et je viens de l'Entre-deux-Mers, qui est une petite région à côté de Bordeaux, à l'est de Bordeaux. Et je travaille pour plein de médias différents en freelance. Et j'enseigne aussi beaucoup. En école de journalisme, je fais des interventions essentiellement en primaire, en éducation média et éducation à l'environnement. Je mêle les deux. Et cette année, j'ai une énorme demande pour former mes confrères et mes consoeurs dans tout un tas de rédactions nationales ou locales. J'étais à Tours hier pour former la Nouvelle République du Centre-Ouest et je peux vous assurer qu'il y a une belle volonté. En tout cas, j'essaye d'être créative et d'avancer sur ce front-là. Et puis, j'ai 2 enfants de 12 et bientôt 7 ans. Et du coup, je me sens aussi très concernée en tant que maman. Alors, pour présenter un petit peu ce que vous écrivez, Anne-Sophie, tu as un livre qui s'appelle « Mieux s'informer » chez Actes Sud, que vous pourrez bien sûr retrouver sur la partie salon. « L'enquête sauvage » aussi, d'Anne-Sophie Novelle. Demain, c'est nous, on va beaucoup en parler, Heidi, dans ton livre, mais il y a aussi Les Sentinelles du climat, qui est le dernier. Et puis, vous avez peut-être vu qu'il nous manquait quelqu'un sur scène, c'est Michel Desmurget. Et Michel, vous pouvez le retrouver après la conférence sur son stand pour son dernier livre, donc faites-les lire. Alors, moi, ma première question pour vous, mesdames, c'est pourquoi ces livres, pourquoi ces actions et pourquoi ces engagements ? Écoute, moi, j'ai bien conscience de ne pas travailler sur des baleines ou des ours polaires, sur des sujets qui parlent à tout le monde. Je parle quand même des glaciers. C'est des environnements qui sont très lointains. Même ici, à Chambéry, on a l'impression que les glaciers sont loin. Et je suis convaincue qu'en tant que scientifique, il faut qu'on dépasse notre façon de communiquer traditionnelle. Tu sais, tout ce qu'on nous demande en tant que scientifique, c'est de publier des rapports scientifiques. Qui, dans cette salle, a lu le dernier rapport du GIEC ? Tu vois, il y en a quand même. Ne vous battez pas trop. Ok, donc voilà, je pense que ça, c'est le meilleur exemple pourquoi la façon avec laquelle nous communiquons en ce moment n'est pas suffisante, est importante. Mais il faut vraiment, en tant que scientifique, qu'on dépasse tout ça. D'où l'utilité de faire des livres, de faire des documentaires, de travailler avec les médias, de tout faire, en fait, pour que cette science du climat, elle soit accessible à tout le monde, petits et grands, élus, entreprises privées, que tout le monde y passe. Et c'est vraiment le tremplin du passage à l'action. J'en suis convaincue. Ok, donc scientifique et pédagogue, même combat. Même combat obligé. Je pense qu'on peut pas dire la terre, elle brûle et puis c'est plié, je rentre chez moi et j'ai fini mon travail. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on comprenne qu'il faut qu'on passe du constat à l'action. Et si on ne fait pas cette transition, on n'y arrivera pas. Et pour faire cette transition, il faut que tout le monde comprenne qu'on est en train d'arriver vers un mur et si on n'agit pas très vite, le mur, on va se le prendre et on va se le prendre très fort. Ouais. Anne-Sophie, pourquoi donc ces livres, pourquoi ces actions, ces engagements ? C'est durant ma thèse d'économie et donc des sciences humaines et sociales
j'ai pris conscience que ce qu'on m'enseignait n'était pas à l'image de ce que je comprenais. Parce que, voilà, je ne sais pas si certains se souviennent de Seattle, l'Organisation mondiale du commerce, les économistes atterrés, enfin tout un mouvement de pensée économique alternatif qu'on ne m'enseignait pas. Donc j'ai commencé à me poser des questions et en autodidacte à me rendre compte qu'il y avait des données comme l'eau ou le CO2 qui ne rentraient pas dans les modèles d'économie qu'on m'enseignait. Donc j'ai commencé à questionner mon labo. J'avais pas de réponse satisfaisante. Les économistes ne s'emparaient pas de ces questions-là. Et en fait, le journalisme m'a toujours intéressée. Donc, en parallèle de ma thèse, j'ai commencé à ouvrir un blog pour partager une veille sur ce que je repérais sur ces sujets. Donc, de fait, de front, j'ai commencé à écrire, à me former, à rencontrer d'autres blogueurs et blogueuses qui, à l'époque, étaient aussi dans cette quête de trouver une information sur ces questions. Et en préambule de ma thèse, je dis que je vais dédier ma carrière à ces questions et à la vulgarisation de ces enjeux, avec cette ambition de dire il faut plus en parler, mieux en parler, rendre ça concernant. Et à l'époque, c'était des faits... Quand tu dis à l'époque, c'est il y a combien de temps? Ma thèse, je l'ai faite entre 2004 et 2009. Mais c'était encore un fait scientifique lointain, cette considération du climat, et donc c'était pas très palpable, et on a toujours dit que c'était anxiogène. Et donc dans les médias, il y avait un biais de considération. Et donc je me suis pris beaucoup de vent en étant jeune journaliste, avant d'interroger d'autres confrères et d'autres consoeurs très installés dans les rédactions traitant ces sujets, qui ont eu des témoignages, je me disais que c'était très compliqué pour eux. Donc je me suis posé des questions. Et donc chaque livre, pour moi, est une question pour répondre... Enfin, c'est un livre pour répondre à toutes les questions que je me pose, et un livre en appelle un autre, parce que chaque fois, on a envie d'aller creuser plus par curiosité. Et donc, je m'intéresse au rôle qu'on a en tant que média, mais aussi au rôle de la narration, au rôle de la vulgarisation, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'expliquer les choses plus simplement, parce que c'est l'urgence numéro 1, et que voilà, on n'a juste pas le choix. Du coup, quel est le rôle de l'éducation dans la résolution de ces grands défis de notre époque? Alors oui, défis liés à l'environnement, mais aussi défis, parce que tu en parles beaucoup, liés aux médias, à la compréhension qu'on a des médias et du paysage médiatique. En fait, oui, c'est le GIEC, 6e rapport. Alors, j'ai lu le résumé des synthèses, j'ai pas lu tout dans le détail, mais je m'en sers beaucoup, indique que les réseaux sociaux et les médias ont une responsabilité immense. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas, certaines ici dans la salle l'ont constaté, mais pendant longtemps, on a jugé que les scientifiques qui parlaient de ces sujets devaient être invités avec des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord, qui étaient un peu en train de nier savoir, qui étaient sceptiques. On parlait des climato-sceptiques. C'était peut-être plus présent dans le monde anglo-saxon qu'en France, mais on en avait quand même avec Claude Allègre ou Vincent Courtillot ou d'autres. Et ça a un peu capturé le débat. Et donc le GIEC rappelle que la norme de l'objectivité journalistique a longtemps posé problème et qu'il est temps de questionner ça. Alors on pourrait en débattre longuement, et il y a plein d'éléments à dire là-dessus, sur cette phrase. Et donc quand on regarde l'histoire du traitement médiatique de ces questions de climat, de vivant ou de considération plus générale sur les limites planétaires, ça a été mal traité. Ça n'a pas été assez traité. Quand c'était traité, c'était mal traité. Donc, on parlait simplement des causes de ces changements, mais sans savoir si ça allait vraiment se passer. Après, on parlait plutôt des conséquences. Donc là, on est reporter, on est appelé parce qu'il y a une catastrophe naturelle. Voilà. Donc, on va vous parler de ce qui s'est passé, mais sans faire le lien avec les causes. Et ensuite, il y a eu toute une phase de journalisme où on montrait des initiatives de gens qui font des choses. Mais donc, on a saucissonné la compréhension des enjeux, on a dépolitisé, et quand je dis ça, je pèse vraiment le terme, c'est-à-dire on n'en a pas fait un sujet de société ou d'économie à la hauteur de ce qui se passe, on n'a pas permis de bien penser les choses, et du coup, dans toute l'enquête que j'ai faite, c'était d'essayer de comprendre pourquoi la profession journalistique n'avait pas été en mesure de considérer ça, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça change. Et l'idée était de dire, la profession journalistique a souffert de plein de déconvenues et de choses qui lui ont empêché de continuer à bien fonctionner, mais comme dans l'éducation, comme dans l'hôpital, la santé, les conditions de travail ont changé, ce qui fait qu'il y a eu des erreurs, mais au-delà de ça, notre posture de journaliste doit évoluer pour éclairer le monde autrement et se mettre aussi du côté du public qui a besoin de savoir et de comprendre que la science n'est pas une opinion et que les faits scientifiques ne mentent pas. Et aujourd'hui, on sait que ce que dit le GIEC, il y a un consensus, qu'il n'y a aucun débat, donc on ne peut plus nier ce qui se passe. Après, on peut avoir du débat, et là, il faut rentrer dans une autre dimension de faire de
bon débat, pas faire quelque chose qui est juste polarisé pour contre. Il faut savoir être éclairé et aider les gens à penser, ne pas tomber dans une stigmatisation des choses. Et donc là-dessus, on pourra reboucler sur l'éducation après. Moi, je trouve que ce que tu fais est vraiment extraordinaire, qu'on en a énormément besoin aujourd'hui. On est une équipe, hein, si on veut que ces messages ils soient partagés, ils soient compris. Voilà, on a besoin de continuer à travailler ensemble. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, je voudrais rebondir là-dessus. Ce n'est pas juste une éducation à des faits scientifiques, certes, ça c'est très important, mais on va aussi largement au-delà. C'est aussi une éducation à qu'est-ce que c'est que la science, en fait, comment ça fonctionne. Comment, voilà, quand tu es glaciologue et que tu pars en Antarctique, comment est-ce que ça marche en fait? Comment est-ce que tes données, elles sont validées? C'est l'éducation à la méthode scientifique. Et quand on parle de tous ces sujets-là, ben, on a aussi besoin que tout le monde ait confiance dans ce travail. Et donc, on a toute une éducation à faire sur cette méthodologie que nous mettons en place. Voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer que le GIEC aujourd'hui dise que c'est implacable que le changement climatique est le résultat des activités humaines qui consomment des énergies fossiles, ben, ça, c'est parce qu'on a des décennies et des milliers, voire des dizaines de milliers d'études scientifiques qui ont été triple-checkées, qui approuvent de ce résultat-là. Et on l'a vu pendant le Covid, la perte de confiance dans le monde scientifique était abyssale. Et donc, l'éducation, ce n'est pas juste de parler des faits, c'est aussi de parler de toute cette méthodologie qu'on met en place. Et quand on parle d'éducation, on parle aussi de la partie école. Et pour vous, donc, ces sujets que sont le climat, l'écologie, le dérèglement climatique, les médias, comment ils sont traités aujourd'hui, d'après vous, en primaire, au collège ou au lycée? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très bien accueillie ici à Chambéry hier, grâce à toute une équipe de dingues. Là, je les vois dans la salle, exactement, coucou, qui m'ont organisé. J'ai eu beaucoup de chance, donc des rencontres avec les lycéens et les collégiens dans certains établissements de collège, lycée à Chambéry. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'éducation au changement climatique, l'éducation à la biodiversité, repose encore trop, et je les en remercie, mais sur des profs qui sont ultra passionnés, des profs qui ont décidé de dépasser un tout petit peu le programme scolaire qui est très bien ficelé, mais de rajouter de ces connaissances dans chaque matière que ces profs peuvent aborder. Et aujourd'hui, voilà, on dépend encore trop de profs qui vont y passer leur soirée, leur week-end, qui vont chercher du financement pour faire des sorties sur ces sujets-là, qui vont essayer de sensibiliser ces élèves autrement. Heureusement qu'ils sont là, mais on a vraiment besoin que l'éducation nationale mette en place un plan Marshall, en quelque sorte, sur ces sujets qui sont des sujets transversaux. Ce n'est pas juste le climat pour le climat, c'est le climat pour la santé, le climat pour la biodiversité, c'est aussi la justice sociale. Et on en parlera, mais de l'expérience Demain c'est nous que nous avons menée à La Rochelle, du livre que je présente ici aujourd'hui, qu'on peut y arriver et qu'il y a des sortes de stratagèmes qu'on peut mettre en place pour que ce soit faisable pour les profs, pour que les élèves dépassent leur éco-anxiété et soient à fond dans l'action. Aujourd'hui, on sait comment y arriver, mais pour l'instant, la rigidité de l'éducation nationale, si on parle juste de ça, des écoles et du climat, est telle que pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Oui, c'est compliqué. J'ai envie de dire, la transversalité dans le journalisme, c'est ce qu'on essaye d'insuffler en ce moment, arrêter de considérer ça comme un silo. En fait, faire la section planète, la section écologie. Dans l'éducation, moi, ce que je perçois, c'est qu'on en parle en primaire. Voilà, on va faire ça. Enfin, moi, mon fils, en ce moment, on va nettoyer la nature et c'est sponsorisé par les grands supermarchés qui, pendant longtemps, ont mis des poches plastiques, ce qui me posait problème. Enfin, voilà, donc on ne fait pas que ça, mais il y a cet apport, il y a cette entrée-là par le déchet, il y a plein d'autres entrées. Mais en effet, ça repose sur une bonne volonté d'enseignants qui prennent sur leur temps, qui vont prendre pour comprendre, pour trouver les bons supports. Moi, c'est ce que je vois avec toutes les maîtresses avec lesquelles je travaille quand on fait de l'éducation média, éducation à l'environnement. Après, j'ai l'impression que ça rentre dans certains programmes au collège, mais qu'au lycée, ça devient une option. Vous en parlez avec Marc-André Sellos. Il est en fureur de voir à quel point les sciences et vie de la Terre sont devenues une option et qu'on met la priorité aux maths. Enfin, il m'expliquait qu'il y avait vraiment des luttes intestines entre ces matières. Bon. Alors que ça serait quand même une priorité de réinsuffler une connaissance sensible, autant que savante, de ces sujets. C'est pour ça que moi,
voilà, dans l'enquête sauvage, j'en parle. Mon dernier chapitre est consacré à cette question de l'éducation, à ces profs qui justement disent on doit remettre les enfants dehors. Donc le mouvement classe dehors, renseignez-vous, c'est précieux. C'est constitué depuis 3 ans et essaye de faire plein de choses pour justement donner des moyens, qu'on soit dans le rural, qu'on soit en ville, pour essayer de les mettre le nez autre part qu'entre 4 murs. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, il faudrait que ce soit en effet transversal dans tous les programmes. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne les aide pas à penser la complexité. Et quand on rajoute à ça des problèmes d'attention et la question des réseaux sociaux et de l'accès à l'information, c'est pour ça que moi je lis vraiment les deux choses. C'est que voilà, le numérique, l'écologie, les médias, l'éducation sont intrinsèquement liés. Et on doit encore faire beaucoup d'efforts. Et là-dessus, je pense que Jean Jouzel a fait un grand rapport sur cette question de l'éducation à ces enjeux. Et aujourd'hui, les jeunes que je rencontre, donc qui sont dans le secondaire, se mobilisent par eux-mêmes, sont demandeurs et ne comprennent pas pourquoi on leur enseigne pas plus ça. Donc, en fait, il y a un ressenti qui est largement partagé. Il y a une éco-anxiété, mais qui est massive. Et ce concernement-là, on n'est pas à la hauteur de ce qui se passe. Donc moi, en tant que maman, je fais mon possible. Il y a plein de parents qui le font aussi, qui aident les profs. Mais voilà, je crois qu'il faut peut-être du coup apporter à l'éducation autre chose par d'autres biais. Il y a plein de choses à faire à côté de l'école, à d'autres niveaux. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce programme que tu pilotes, qui s'appelle le programme Junior Reporter, s'il te plaît? Alors, c'est pas moi qui le pilote, c'est la métropole bordelaise qui a un programme qui s'appelle les Juniors du développement durable depuis 20 ans, je crois. Et donc, il y a 4-5 ans, ils m'ont sollicité en disant, voilà, on veut développer un programme qui allie éducation média et éducation à l'environnement. Moi, c'était juste pour moi, j'étais ravie. Je dis avec grand plaisir. Donc, chaque année, j'accompagne entre 2 à 4 classes où j'interviens entre chaque interpériode, comme on dit, donc une demi-journée. Et donc, je laisse les maîtresses, je dis maîtresses parce que j'ai eu que des femmes, me dire le sujet sur lequel elles souhaitent qu'on travaille. Donc, on a pu travailler sur la biodiversité. Donc, on s'arrange avec la possibilité qu'elles ont. Et donc, moi, j'interviens en plusieurs séquences. Et souvent, la première séquence, c'est je fais beaucoup parler les enfants sur leur ressenti. Donc, c'est le ressenti aussi bien dans le rapport à l'information. Est-ce qu'à la maison, papy, mamie, papa, maman, ou vos grands frères, comment ça se passe? Est-ce que la radio est allumée, la télé? Qu'est-ce que vous entendez? Enfin, j'essaye d'avoir un schéma comme ça. Puis les maîtresses, parfois, elles sont surprises parce que quand on pose la question de qui a déjà un téléphone portable, donc en CE2, il y a quelques petites mains qui se lèvent, ou qui a une télé dans sa chambre, ça c'est la dernière fois, c'était une forêt de mains. Enfin, et du coup, on cerne beaucoup de choses qui sont du coup dans l'attention déjà captée par ces petites têtes blondes. Et puis, je fais la même chose sur les questions environnementales, le climat. J'essaye de sonder comme ça. Et puis après, on construit ensemble. Donc, je leur apprends aussi bien ce que c'est que d'être journaliste et de créer un média, mais je leur montre aussi ce que c'est que d'avoir un esprit critique et de questionner. Donc voilà. Et généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye de donner accès à des interlocuteurs que j'ai pu côtoyer dans le cadre d'interviews, de scientifiques, de biologistes, de naturalistes. Donc j'ai certaines classes, ça a été Gilles Boeuf, Francis Allais, Laurent Tillon, voilà, avec qui ils vont pouvoir avoir une visio. Et puis surtout, je les emmène, j'essaye de les faire sortir pour qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils reviennent avec ça. Donc c'est eux qui décident. Moi, je suis juste là pour les accompagner. Et puis on finit avec un petit journal de 8 pages. Je voulais l'emmener. J'ai complètement oublié en partant de chez moi l'autre jour. Mais voilà, et ils sont tout contents à la fin. C'est très exigeant parce que c'est beaucoup de travail pour les maîtresses en plus, mais on se débrouille. Maintenant, je suis un peu rodée. Mais quand ils ont entre les mains ce petit journal, ils ont trouvé le titre, ils ont tout appris, ils peuvent le partager plus largement avec leurs parents. Donc c'est là que l'éducation aussi, derrière, après, elle remonte, quoi. C'est très important. Donc c'est une petite initiative, c'est une petite goutte d'eau, mais je crois qu'on s'aime. Moi, j'aime bien cette idée de semer des petites graines. L'éducation, c'est aussi ça, à la Larousse, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça va être reproduit cette année. Et j'ai une classe qui est animée par une maîtresse, une ancienne de Sud-Ouest. Et donc, elle m'a encore redemandé cette année. Donc, on change de sujet tous les ans. C'est chouette. Et c'est quoi donc les résultats? Est-ce que tu vois des enfants qui s'interrogent peut-être différemment après avoir participé à Junior Reporter? Quand ils sont en CM1, CM2, on est dans des années où il y a bientôt le collège qui arrive, il y a les grands frères, grandes sœurs qui ont des portables. Donc, j'ai des témoignages qui parfois me font froid dans le dos, hein, de comment ils perdent l'attention ou la considération de leurs aînés à partir du moment où l'aîné a un téléphone, il y a des choses comme ça. Et du coup, je pense que ça...
leur met une petite vigie dans la tête de attention, peut-être l'an prochain vous allez rentrer en 6e, mais on sait que maintenant c'est un peu le moment de bascule. Ayez toujours en tête que vous devez questionner ce qu'on vous dit, de jamais prendre pour ce qu'on vous dit comme une vérité. Ça marche, je crois que ça rentre. Ils en ont conscience, en tout cas à cet âge-là. Je sais qu'après le cap de la 4e fait aussi changer pas mal de choses. Et ensuite, sur l'environnement, quand c'est bien fait, la maîtresse n'attend pas nos séquences pour en parler, les instituts n'entendent pas. Donc, je pense que le travail que vous avez fait est merveilleux en ce sens, c'est qu'il faut que ça insuffle et que ça continue. Donc, voilà. Mais pour assurer la continuité, ça va être à eux après d'aller se débrouiller pour recevoir l'information, pour se renseigner d'eux-mêmes. Mais bon, la société dans son ensemble et les médias quand même en parlent un peu plus maintenant. Donc, j'ai pas assez de mesures d'impact, ni quantitatif, mais qualitativement, j'en ai quelques-uns. Et le programme continue, donc ça veut dire que ça marche un peu quand même. Tu viens de faire le lien justement avec les médias. Est-ce que tu vois un lien entre la façon dont l'information est présentée dans les médias et la perception qu'ont les enfants des enjeux écologiques ? Ça dépend de leur accès à l'information. Déjà, d'un enfant à l'autre et d'une famille à l'autre, tu vois les différences. Exactement, parce que dans les questions que je pose, c'est qui est abonné à une revue ou à un magazine. En fonction de leurs réponses, je sais s'il y a plus ou moins de contenu sur ces sujets. Et puis je leur demande de me dire. Souvent, je leur donne des missions, en fait, ça fonctionne comme ça. Je leur dis, la prochaine fois, je vous donne une mission, alors vous allez regarder la télé, puis vous allez me dire combien vous avez trouvé de sujets là-dessus. Enfin, à leur âge, on est marqué par des images, donc si la télé est allumée, ou même la radio, parce que la radio est quand même le média qui est le plus répandu souvent, la radio d'information, pas de musique, mais ça va être les images de catastrophes. Ça, ils t'en parlent? Oui. Oui, quand on voit la guerre, le confinement, c'est aussi cette génération qui est plus jeune a connu ça, mais ça va être, je sais pas, les inondations. Alors là, c'était New York, mais il y a 2 ans, c'était la Belgique, l'Allemagne, la canicule, ce qu'on ressent. Et donc, voilà, j'ai pas de réponse plus précise que ça, mais c'est là. Et c'est sous forme d'angoisse. C'est pas formulé parfois. Donc c'est là qu'il faut accompagner la parole. C'est là qu'il y a un travail à faire qui me semble assez important. Parce que si on n'en parle pas avec ses camarades, on peut croire que ça nous appartient, que c'est une angoisse personnelle. C'est important de montrer que c'est normal d'avoir cette réaction et de pas en faire un sentiment. Tu évoques l'éco-anxiété ? Oui, certains. Oui, bien sûr. Il y a des petits. Alors, c'est pas facile, mais il y a quand même une inquiétude. Alors, pas tous, parce qu'après, il y a ceux qui sont pas branchés sur des chaînes où on en parle beaucoup. Ou alors mais voilà. Après, ils sont petits. Je pense que ça serait bien de le faire à ces niveaux collège, lycée, de revenir plus tard. Là-dessus, j'envisage de le faire peut-être l'an prochain à l'échelle de mon territoire. Je trouve ça important aussi de rajouter la couche médias, environnement, de l'information ultra locale pour que ça soit le plus palpable possible. Merci. Heidi, toi aussi, tu fais des choses avec des plus jeunes et entre autres des voyages éducatifs, en tout cas un projet pédagogique qui a été lancé par François Bernard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. C'est vrai qu'en 2016, je reçois un jour un email dans mon ordinateur qui me dit, voilà, écoute, je m'appelle François Bernard, je suis prof de techno dans un établissement scolaire à La Rochelle. Et j'ai envie d'emmener une vingtaine d'étudiants au pôle Nord. Et on a raconté toute l'histoire dans ce livre, merci Justine, qui s'appelle « Demain, c'est nous ». Et donc François Bernard, en fait, il en avait ras-le-bol que ces jeunes n'étaient pas éduqués sur le sujet du changement climatique. Donc il a décidé de bien s'entourer de scientifiques comme moi, mais d'autres personnes super compétentes pour créer tout un programme, mais c'est lui qui a tout ficelé, d'éducation au changement climatique pour ces jeunes. Il est quand même arrivé à libérer 2 heures par semaine dans son établissement scolaire pour créer cette option qui s'appelle « Demain, c'est nous ». Et ça a été bouleversant pour moi de faire partie de cette aventure, et j'en fais encore partie aujourd'hui. C'est complètement dingue en fait, de voir ce qui se passe lorsque on donne en gros les rênes aux jeunes. C'est vraiment les jeunes qui ont dirigé ce projet. Et c'était nous qui les accompagnions. Donc, ils nous disaient ce qu'ils avaient envie d'apprendre, tant que c'était dans les clous du climat, de la biodiversité. On essayait de leur préparer le plus d'informations possible. Ensuite, ils nous disaient ce qu'ils avaient envie de mettre en place comme action au sein de leur établissement.
Et ce qui était assez formidable, c'est que ce sont des jeunes qu'on a donc pu emmener jusqu'au pôle Nord, jusqu'au Svalbard. On l'a fait à 2 reprises, en 2018 et 2019. Et cette année, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller au pôle Nord pour faire un petit électrochoc à tout le monde, on est parti sur la mer de glace ensemble au mois de mars. L'électrochoc était complètement là. Mais ce qui est formidable, en fait, avec ces jeunes, déjà quand on leur donne une super base de connaissances, mais surtout quand on est là pour eux, quoi. Quand l'équipe pédagogique, l'équipe administrative, quand les parents décident soudainement de comprendre que c'est eux qui dirigent et que c'est à nous de les accompagner, eh bien, c'est vraiment là où la magie opère. Et ces jeunes-là, ils sont tout à fait conscients de la réalité du changement climatique, mais je ne pense pas que ce soit des gens qui soient paralysés par l'éco-anxiété. Il y a cette citation de Jane Fonda qui dit que le meilleur remède face à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et ces jeunes-là, ce sont des fous furieux. Donc là, ils ont mis en place des solutions qu'on voit souvent dans les établissements scolaires. Donc, recycler les déchets, recycler le papier. Oui, l'établissement gagne de l'argent en recyclant le papier. Ils sont allés éduquer leurs autres camarades de classe, les autres aussi secteurs privés, les autres entreprises de leur territoire. Ils sont allés parler à la mairie, au conseil municipal, que c'est vraiment des jeunes extraordinaires. Et ça, quel espoir ça nous donne, mais ça ne marche que si nous qui sommes dans la salle cet après-midi, on puisse être là pour les accompagner. Et donc ce livre Demain c'est nous, c'est en quelque sorte le petit manuel pour toutes celles et ceux qui veulent mettre en place ce genre de programme, ce genre d'éducation. Et là, croyez-moi, on lâche rien, parce qu'on est quand même en discussion avec l'éducation nationale, on est un peu en train de les chercher avec la peau des fesses, mais pour faire en sorte qu'il y ait un label Demain c'est nous qui puisse être créé. Écoute, je croise les doigts, Justine. Si je reviens l'année prochaine, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à partager. Super. Tu parlais de 2016-2018. Hein. C'est ça, la première fois on t'appelle, il est en 2016. 2018, du coup, vous allez sur le terrain. Est-ce que tu revois certains de ces enfants? Alors, ils avaient quel âge en 2018? Ils avaient 14 ans, 13-14 ans, ouais, c'était des jeunes. Ouais. 5 ans plus tard, il y en a un certain nombre qui doivent faire des études supérieures. Ouais. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu sais comment ça a impacté aussi peut-être leur choix là, dans leurs études supérieures? Bon, alors, je ne vous cache pas que j'en ai 2 là qui sont en train de devenir glaciologues au Bourget du Lac, évidemment, qui sont vraiment formidables. En fait, ce qui est génial, c'est qu'ils n'ont pas tous envie de devenir glaciologues. Ça, c'est super. Parce qu'on a vraiment besoin qu'ils aillent dans tous les secteurs de la société et qu'ils transforment ces secteurs de la société de l'intérieur. Et donc, tu parlais de petites graines tout à l'heure. C'est exactement ça. Je pense que quand on fait partie de Demain, c'est nous, quand on est allé parler à ses autres camarades de classe, aux entreprises, aux élus, à 14 ans, et ça, c'est des jeunes qui ont bien compris que le changement, il commence par nous-mêmes d'abord, et que le changement ne marche que si on arrive à coopérer ensemble. Et aujourd'hui, donc, il y en a plein qui sont à Sciences Po, il y en a qui vont devenir de futurs musiciens. Et en fait, quel que soit le cursus qu'ils vont faire, ils ont tous l'environnement en tête. Et très régulièrement, je reçois des messages de leur part, quand il y a des nouvelles un peu frustrantes, un peu flippantes sur le climat. Mais tout de suite, eux, ils basculent immédiatement dans l'action. Donc, ils ont compris que voilà, la planète, elle commence ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Ils sont à fond, quoi. Super. Est-ce que c'est une utopie alors de vouloir éduquer par l'émotion? Est-ce que c'est une utopie de vouloir éduquer par l'enquête ou la rédaction face à des écrans, face à la consommation? Moi, j'ai envie de dire, pour moi, l'éducation par l'émotion, je pense qu'on est d'accord toutes les trois, est ultra importante. Je fais une petite histoire. Lundi dernier, j'étais donc sur la mer de glace avec des lycéens à Dancy. Je veux dire, il n'y a pas besoin de leur balancer des statistiques, quoi. Je veux dire, tout le monde comprend ce qui se passe dès qu'on regarde la mer de glace. Et ça, ce qu'ils ont ressenti ces jeunes-là ce jour-là, mais ça va être indélébile. Et en fait, ce changement climatique, tant qu'on ne le ressent pas dans nos tripes, dans nos cœurs, on n'arrivera pas à prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, je suis convaincue que bien sûr, la science est importante, c'est sûr. Mais il faut aussi qu'on utilise cet outil assez formidable de l'émotion. Alors moi, j'en suis convaincue. Et la mer de glace, moi, j'ai la chance, j'ai grandi à Nevers, en Bourgogne, et mon papa est de Chambéry, mes arrière-grands-parents étaient à Coise, Saint-Jean-Pied-Gaultier.
Donc, je venais très fréquemment ici et j'ai pu, toute petite, aller sur la mer de glace. J'en ai des souvenirs. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit au plus profond de soi. Du coup, je pense que tout ce qu'on peut faire pour faire expérimenter aux plus jeunes des choses qui s'inscrivent dans le corps. Je l'ai fait, cet exercice, avec mes étudiants en école de journalisme il y a 3 ans. Je leur ai fait faire un exercice du philosophe Jean-Philippe Pierron qui parle d'écobiographie. Et je leur disais, je vais vous demander de réfléchir à, dans votre vie, tous les moments où vous avez eu des moments en pleine nature et comment ça vous a impacté, le souvenir que vous en avez. Et c'était magique parce que j'ai eu des témoignages de ouf, mais du coup, ils réfléchissent plus avec la tête, mais avec les tripes, avec autre chose, quoi. Et ça met la discussion à un autre niveau. Et ça, j'en suis persuadée. Et là où j'en suis dans ma carrière de journaliste, c'est que ça va faire 15 ans que je parle de ces sujets, donc forcément, il y a des moments un peu de fatigue. Là, ça n'avance jamais assez vite. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de clash, c'est usant. On se demande si on va y arriver. Et ce ressenti qu'on a, on ne doit pas forcément le laisser passer. Et moi, il m'est arrivé, après des séquences de formation de mes élèves, de fondre en larmes un matin parce que je n'en pouvais plus. Et ça, je veux dire, cette émotion-là, on ne peut pas la cacher. Donc, les avalanches de chiffres ou de rapports du GIEC, ou de ce qu'on sait de l'extinction du vivant ou de l'extermination du vivant même. C'est quelque chose de le savoir, c'est autre chose de le vivre, de le faire savoir et du coup de trouver les bons moyens de le faire savoir. Et l'émotion, le sensible, pour moi, est une forme de récit beaucoup plus efficace aujourd'hui. Alors ça veut dire que il faut être malin dans la narration. Ça veut dire qu'il faut avoir du temps. Toutes les rédactions ne peuvent pas faire ça. Mais quand on est journaliste, aller chercher ces récits-là, mais ça peut passer aussi par un auteur de fiction, ça peut passer... Enfin voilà, c'est un travail continu. Donc dans l'éducation, je pense qu'il faut faire vivre des choses, pas juste les apprendre et voilà, se gaver de savoir, parce que c'est pas ça. Puis le savoir qu'ils vont apprendre, demain, il sera plus là. Enfin, ça aura changé, ça changera trop vite. Donc par contre, voilà, insuffler ce désir de défendre et d'agir en suivant, ça passe pour moi par cette façon de faire. Après, et je terminerai là-dessus, c'est que dans les gens auxquels on s'adresse, notamment quand on est journaliste, on n'a pas devant nous une assemblée uniforme. Il y a des gens très convaincus, très en colère. Il y a des gens qui sont très éloignés de ça, ça leur fait peur et du coup ils préfèrent croire d'autres discours très compliqués. Et puis du coup les journalistes ou les scientifiques, on passe pour des dangereux porteurs de décroissance, voilà. Et puis il y a ceux qui savent pas trop. Face à ça, c'est compliqué. Et par exemple, il y a des études qui montrent que certaines images de manifestations sont totalement inefficaces pour convaincre les gens d'agir. Donc, il est important aussi d'avoir cette connaissance aujourd'hui des sciences sociales, du fonctionnement, de la réception de l'information pour arriver à expliquer les choses et à essayer de générer justement cet espace de débat, de conversation et d'apprentissage permanent, parce que l'éducation, on en parle pour les plus jeunes, mais pour moi, on doit se former tout au long de la vie sur ces sujets, et arriver justement à créer un espace de débat serein où on peut s'entendre, parce que là, dans les circonstances actuelles, je trouve ça très compliqué. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui est tout à fait vrai, c'est que je pense que quand on parle d'émotion et du climat et de la biodiversité, c'est beaucoup dans du « waouh, purée, c'est choquant ». Franchement, voilà, quand on regarde la mer de glace, quand on regarde l'effondrement du vivant, c'est compliqué. Cette émotion, elle peut être aussi extrêmement positive. C'est ce que j'essayais de faire avec les lycéens hier à Chambéry, de leur dire « attendez là, les amis, ah si on se réveille là aujourd'hui là ». Si vous, je ne sais pas, décidez de refaire l'isolation de votre bâtiment, si vous décidez d'installer des nouvelles ruches, si vous décidez d'installer des nouveaux jardins partagés, imaginez mais la fierté que vous allez avoir dans 10 ans, dans 20 ans, de regarder cet établissement scolaire et de voir qu'ensemble, vous êtes arrivés à tout changer, quoi. Donc cette émotion, elle peut être aussi ultra positive. Et ça, c'est toute cette question des nouveaux récits, c'est toute cette question du donner envie, de montrer que ces solutions, elles peuvent être irrésistibles. Et bien ça, il faut vraiment qu'on l'utilise aussi. Parce que c'est vrai, moi j'ai une pote dans l'article, elle dit toujours à Heidi, écoute, on fait tous partie du problème, mais en vrai, je pense qu'on a tous envie de faire partie de la solution. Qu'on l'avoue ou pas, personne n'a envie d'être les bad guys. Et bien c'est pareil, quoi, qu'on soit jeune ou moins jeune, quel que soit le secteur de la société dans laquelle on est, je pense qu'on a tous envie que les futures générations se souviennent de nous comme si on avait tout essayé, quoi, comme si on avait tout donné. Et ben nous, on a envie qu'ils soient fiers de nous, j'imagine. Et ben soyons fiers, quoi. Franchement, battons-nous aussi pour ces belles émotions. Comment tu transmets ces belles émotions
cet optimisme aussi aux personnes qui te feraient plutôt des critiques ou qui seraient plutôt résistantes à ces approches? Ouais, bah attends, il y a pas mal de catégories de sacrés relous sur les réseaux sociaux. Alors, on y va. Non, alors, c'est une très bonne question, parce que là, on est vraiment dans une période un peu compliquée, je pense, pour toutes les personnes qui parlent du climat dans les médias. Moi, je me fais assassiner sur les réseaux sociaux, peut-être toi aussi. C'est pas facile. Et en fait, il y a vraiment un problème avec les algorithmes des réseaux sociaux. Je veux pas me donner la moindre excuse, mais les algorithmes des réseaux sociaux adorent les climato-sceptiques. C'est génial. Quelqu'un qui va soudainement dire « Mais attendez, je crois que les volcans, ils émettent plus de gaz à effet de serre que les humains », ça va faire réagir tout le monde. Donc tout le monde va partager, ça va amplifier le message. Et en vrai, ça reste une toute petite minorité. Donc ça, c'est vraiment, eux, je ne vais pas du tout leur parler d'émotions, du positif ou quoi. Chut, les climato-sceptiques, pour eux, la Terre est plate, ok, on va avancer avec plutôt les climato je m'en foutistes, voilà, ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs, peut-être mon papa, ma maman, ceux qui voient les choses changer mais qui ne sont pas ultra convaincus. Bah, pour ces personnes-là, ouais, moi je leur parle énormément des générations futures, de la place que l'on veut laisser sur Terre, mais aussi beaucoup de l'ancrage territorial. Quoi, ici, hein, je vous vois les Savoyards. Hein. Ici, on est tous super fiers d'être de cette région. Quoi. Notre région, elle est merveilleuse. C'est incroyable. Vous avez le granier juste ici, vous avez des vignes de partout, vous avez des montagnes extraordinaires. Bah, ça aussi, ça, il faut l'utiliser pour nous motiver à passer à l'action. Et en vrai, je pense que quand on revient vraiment à l'essentiel, qu'on a tous des valeurs qui sont assez proches les unes des autres, je pense qu'on a tous envie d'être en bonne santé, on a tous envie que les générations futures puissent aussi profiter de ce paysage en bonne santé. Et on a tous envie d'être fiers de ce que nous faisons nous-mêmes. Et donc, moi, j'essaie de tabler un peu dessus, mais comme tu le disais si bien, on n'a pas tous les mêmes boutons, on ne réagit pas tous à la même chose. Donc, si vous avez des tips, je suis très preneuse en tout cas. Et pour toi, comment tu réagis? Moi, je ne vais pas me battre sur les réseaux sociaux. J'évite. Je préfère garder le silence tant que possible. J'économise la parole pour ne pas rentrer là-dedans. Ça me fatigue et ça me fait perdre du temps et de l'énergie. Mais je conçois qu'il faille y aller. Et je pense que c'est important. Voilà. Certains s'en emparent très bien, donc je pense qu'ils le feraient mieux que moi. Ce qui me déplaît, c'est le système. Heidi le dit très bien, hein, les algorithmes sont très travaillés, il y a des fermes à trolls, il y a des gens très organisés, des fabriques d'influenceurs. Aujourd'hui, on est rentré dans une bataille de l'information et qui va aller en s'accroissant, s'aggravant. Ça va être assez violent à mesure qu'il y a des enjeux politiques et financiers. Et on le voit déjà, ça se dessine à tout niveau sur plein de sujets comme le glyphosate, le nucléaire, les bassines... retenue d'eau, appelez-les comme vous voulez, voilà, qui pose un certain nombre de tensions. Et donc, du coup, on va avoir une multitude de discours, d'arguments, de chiffres. Et pour un public qui ne s'intéresse pas forcément à ça ou le regarde de loin, c'est compliqué d'y voir clair. Et ça, moi, ce diagnostic de « je n'arrive plus à y voir clair dans l'information », c'est ce qui a motivé Mieux s'informer. C'est-à-dire, vous avez le droit de reprendre la main sur ce que vous vous mettez dans la tête. Par contre, il faut être organisé, discipliné, il faut savoir combien vous voulez mettre d'argent, quel type d'information pour soutenir quel type de presse. Et là-dessus, on peut avoir une grille, je fais des ordonnances maintenant, en disant, voilà, en fonction de vos centres d'intérêt, de la valeur que vous voulez avoir dans l'information, de c'est quoi une bonne information pour vous, comment vous voulez muscler votre esprit critique, il y a plein de choses à faire. Mais c'est comme l'alimentation, ce qu'on se met dans la tête, voilà, il faut en prendre soin. Et ça, on ne nous l'apprend pas. L'école commence à le faire depuis les attentats de Charlie 2015, c'est en augmentation exponentielle. Mais ça reste insuffisant, c'est une petite goutte d'eau et on est très désemparés. Donc voilà, donc il y a une fabrique de discours, il y a une fabrique de récits, ils sont identifiés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc des récits, des indicateurs du climat sont catégorisés, on peut les identifier, il y a des techniques rhétoriques. Donc moi, je transmets beaucoup ça à mes étudiants en école de journalisme, à mes confrères, mes consoeurs, en disant voilà le contexte. Et je ne suis pas en train de vous faire de l'idéologie, mais c'est le type de grand schéma de discours, d'éléments de langage auxquels on est confronté. Et il est important de pouvoir prendre le temps pour prendre ce recul, pour questionner et pour arriver à faire un débat apaisé. Mais dans une société de l'immédiat,
où on est poussé à chercher la vérité tout de suite, et on n'arrive pas. Voilà, il y a des couches où voilà. Et après, je reste très optimiste, enfin possibiliste, pardon, possibiliste, ça me va mieux. Voilà, avec beaucoup d'énergie. Quand je pleure, c'est que j'ai donné toute mon énergie aux autres et C'est quoi la différence entre possibiliste et optimiste pour toi? J'aime bien être dans le concret, dans le terrain, dans le faire. C'est ça qui me rassure. Voilà. Et je pense qu'en effet, quand on agit et qu'on dit faites les choses, au moins ça occupe aussi. Il faut retrouver le lien. J'ai parlé du corps, mais c'est la main, c'est autre chose qu'un écran où on va s'énerver contre quelqu'un. Non, allez à côté de chez vous, investissez-vous. En fait, c'est juste ça qu'il faut faire. C'est ce pas-là qui est hyper important. Et donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose par rapport à la question qui était la nôtre. Les critiques, les reproches. Ah oui, et en journalisme, oui, je voulais finir là-dessus, il y a des techniques qui fonctionnent. Il y a des techniques. Tu parles de solutions, il y a ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui porte mal son nom parce que ça induit qu'il faudrait faire des discours ou des récits que de choses qui marchent ou qui sont positives. Donc, pour moi, je préfère l'appeler journalisme d'antidote, de réponse ou d'adaptation. On l'appelle comme on veut, il n'y a pas un bon terme. Mais c'est une technique journalistique qui consiste, quand on est face à un dysfonctionnement donné, à bien exposer le problème. Voilà, on vous a expliqué ce qui se passe, on revient sur les causes, les conséquences, et ensuite, on va, avec autant de rigueur, raconter comment la société répond à ce problème. Et on va expliquer le contexte dans lequel une solution a été développée, pourquoi elle a marché ou pourquoi ça a été un échec. On ne va pas être complaisant, on ne va pas faire le portrait du héros, je sais pas, qui a inventé un truc en aquaponie dans un hangar. Enfin, ouais, ça ne marche pas. Souvent, c'est des gens qui peuvent lever énormément d'argent et la start-up, plus tard, 2 ans, elle n'existe plus. Donc, il s'agit d'être sérieux dans notre métier, mais de montrer, d'éclairer le monde en disant OK, vous avez entendu parler de ça, mais sachez qu'il y a plein d'acteurs qui s'emparent. Et je ne laisse pas, du coup, les personnes désemparer derrière leur écran en disant c'est la fin du monde, mes enfants ont plein de pesticides dans les cheveux. Ça, c'est pour moi la responsabilité qu'on doit avoir, c'est vraiment de toujours poursuivre notre travail en allant éclairer les possibles. Possibiliste aussi, les possibles de ce qui se fait présentement et de ce qui pourrait être fait autrement. Et du coup, c'est là que la presse, et c'est ce que je défends dans mon travail, les médias le mondaient nous, c'était dire on peut trouver un renouveau dans une presse qui aujourd'hui est acculée. On a plein de problèmes aussi sur la liberté d'expression des journalistes. Voilà, il y a encore une journaliste qui s'est fait mettre en garde à vue cette semaine pour son travail. Donc il y a aussi des menaces qui viennent du sommet de l'État. Mais on peut se renouveler parce que ces enjeux nous obligent. Et plus on sera sérieux, plus on sera engagé, mais rigoureux et professionnel avec la déontologie qui est la nôtre, plus on pourra peut-être offrir un espace qui se réduit de plus en plus dans la société sur ces enjeux. Vous avez toutes les deux répondu avec vos casquettes professionnelles à cette question. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous faites comment? Alors, tu as dit, c'est comme papa, maman qui pourrait être climato, je m'en foutiste, ce genre de choses. Moi, ma question, c'est aussi comment vous faites dans votre vie au quotidien, avec ces convictions quand même qui vous animent, avec les personnes autour de vous. Quand là, vous allez être à votre table, quand tu es à un dîner, quand tu es avec des potes, qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui adhèrent pas forcément à ton discours? Ah, mes pauvres parents, ouais. Non, mais c'est vrai que je repense au repas de Noël où mon père commence à sortir une horreur sur le changement climatique. Et là, j'ai zéro patience, évidemment. Quand c'est les parents, c'est beaucoup plus difficile. Non, franchement, quand c'est des amis à moi, mon cercle est assez convaincu, évidemment, du changement climatique. En fait, je me questionne d'abord. C'est peut-être bête, je vais pas dire ça pour me fouetter, mais je me demande vraiment qu'est-ce que nous, on a mal fait pour que les gens en arrivent à ça, à ce genre de conclusion. Et j'ai mené une petite expérience, et ça, c'était pas mes proches, mais c'était une expérience intéressante. Pendant le Covid, vu que je me tournais un petit peu les pouces, j'ai rejoint 2 groupes de climato-sceptiques sur Facebook. En fait, je sais, c'est une très bonne idée. C'est enregistré, tu le sais que c'est enregistré. Je sais, ouais. Non, mais je vais vous raconter toute l'histoire. Et donc, parce que vraiment, mais je me questionnais, mais comment est-ce qu'en 2020, on peut nous sortir des horreurs comme ça, nous dire la Terre est plate ou des trucs comme ça. Et donc, pendant plusieurs mois, je suis restée très calme. Un jour, il y a un mec qui me dit une bêtise là sur les glaciers, donc je me suis enflammée tout de suite.
Et je suis restée quand même ultra polie, j'ai jamais insulté personne et tout. Et 2 ans après, je me suis fait virer de Facebook, en fait. Ils m'ont carrément flaguée. Et donc, je pouvais plus du tout avoir accès à Facebook. Mais en fait, ça m'a permis, c'était un vraiment bon exercice. Et je pense que les scientifiques, on n'a jamais l'occasion, en fait, déjà d'apprendre la communication scientifique comme il faut, quoique là, c'est en train de changer. On n'a jamais l'occasion souvent de se confronter à des gens qui ne sont pas du tout déjà convaincus. Et pour moi, c'était vraiment un bon exercice de voir quels sont leurs arguments, quoi. Et bon, c'était des conspirationnistes, c'est vraiment une communauté, les climato-sceptiques. Mais n'empêche que ça m'a vachement entraîné ensuite à me préparer à des débats un peu houleux. Et je pense que, bah, mine de rien, voilà, on est tous des humains, on a tous un petit cœur qui bat, on a tous des grandes peurs, en fait, associées aussi au climat et à la perte de la biodiversité. Et donc, commençons par ça, quoi. Commençons par accepter qu'on est tous un peu terrifiés de ce qui est en train de se passer et de voir comment, ensemble, on peut avancer. Donc, c'est bon, là, les climato-sceptiques, les climato-réalistes, je les mets un peu de côté, mais pour le reste, on a vraiment, vraiment besoin de continuer à avancer. Donc, mes petits-parents, mon petit-papa, je ne les lâche pas. J'essaie d'être un petit peu plus calme, je vous promets la prochaine fois. Mais c'est vrai, il faut vraiment qu'on ait un vrai dialogue, un vrai échange, c'est sûr. Et pour toi, dans ton quotidien? Je ne savais pas si je devais en parler parce qu'on en a parlé avant, C'est mais toi qui c'est vrai décides. que moi, c'est mon petit frère, donc c'est pas mes parents. J'ai jamais fait de prosélytisme. En fait, je fais ce que je fais. C'est mon métier. J'essaie de le faire le mieux que possible. J'hésite pas à dire si je me trompe, si j'ai un doute. Je suis très transparente. J'ouvre la fabrique informationnelle et voilà, je suis humaine, comme tu dis. On a tous un petit cœur et un petit cerveau qui parfois peut, voilà. Mais donc, je crois que mes parents, moi, m'ont vu faire et ont compris au fil du temps que le choix que j'avais fait de pas suivre une carrière à Bercy et de plutôt aller me confronter à ça était peut-être pas, peut-être justifié. Mais mon petit frère, je comprends pas. J'ai un petit frère qui est tombé dans le panneau du complotisme. Et c'est un cas de figure qui se reproduit partout. Et l'année dernière, j'étais là avec Thomas Huchon, qui a fait tout un documentaire là-dessus sur Spicy, et qui lui-même, à son anniversaire avec des amis, s'est pris une bouteille sur la tête avec un ami devenu complotiste. Et donc, ça peut atteindre des degrés de violence et des degrés de mal-être Donc moi, ça me rend triste. Et au dernier déjeuner de famille, mon frère m'a sorti 3 inepties. Et j'ai dû lui faire répéter 3 fois ce qu'il était en train de me dire, voire 10. Je ne comprenais pas. Et je me suis dit, bon, j'ai pas un très bon sens de la répartie. Donc après le soir, j'y réfléchissais. Je me suis dit, mince, j'aurais dû lui dire ça. Et en fait, je me suis dit, c'est fou quand même, moi, il travaille dans le bâtiment. J'ai besoin demain de faire construire un truc. C'est à lui que je m'adresse, quoi. Je vais lui faire confiance. Pourquoi se fait-il que moi, journaliste spécialisée sur ces sujets, qui écrit dans des grands journaux, et je passe 10 jours avec 10 scientifiques à décortiquer le truc pour être sûr de ce que je dis, il ne va pas m'accorder cette confiance. Et en fait, le mal, il est vraiment profond. Je lui en veux pas, parce que ce que je vois derrière, c'est quelqu'un qui a peut-être pas le temps de s'informer ou s'informer de la même manière, qui du coup a sans doute peur aussi de certaines choses. Et ces peurs-là, c'est un moteur très puissant dans ce qu'on va aller ensuite croire ou pas. Et les dynamiques du complotisme jouent sur ces croyances et sur ces peurs et sur des colères. Et donc, on nous manipule malgré nous. C'est pour ça que c'est très dur parfois d'en sortir, et que quand on est face à ça, et merci les profs qui en classe se trouvent souvent aussi confrontés à ça, c'est ne pas y aller en frontal, et du coup y aller avec beaucoup de douceur et essayer d'aller travailler justement à trouver l'émotion qui est derrière. Mais ça prend du temps, ça prend un temps fou, et parfois on peut mettre 10 heures et un truc qui peut être démoli en 5 minutes par une vidéo très percutante. C'est pour ça que depuis ces enquêtes et ce travail, j'essaye de faire beaucoup d'éducation pour reboucler avec ce besoin de dire à tout le monde, vous pouvez faire quelque chose, mais c'est très important de mêler ces deux problématiques. Merci pour le partage. C'est quoi du coup les tips pour moi, pour un parent, pour un prof? Est-ce que vous en avez? Ce que tu as dit tout à l'heure, je suis ouverte à tous les tips. Et vous, qu'est-ce que vous donneriez comme tips? Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à cette éducation? Non, je pense que la première chose, c'est d'en parler, non? Oui. Franchement, le point de départ, c'est parler de ces sujets-là. Même si c'est à Noël et que ça vous ruine, comme moi, le repas de Noël. Non, mais en vrai, c'est super important. Là, tous les formidables lycéens et collégiens qu'on a vus hier, Shamnam, c'est la première chose que tu as dit. Ce soir, vous rentrez chez vous,
vous chopez vos parents, hein, vous chopez vos cousins, les familles, les tantes, les oncles, vous leur parlez de ces sujets-là. Donc c'est vrai que je pense que la première chose, c'est vraiment, et j'adore ce que tu dis, d'en parler avec bienveillance, d'en parler aussi avec le cœur. Oui, on n'est pas tous des climatologues dans la salle, donc au moins juste évoquer ces sujets-là et essayer ensuite de s'éduquer sur les points qui ne sont pas tout à fait clairs, non? Oui, moi j'ai le cas de Loïc Chabrier, qui est un ami artiste qui est venu me voir après avoir regardé mon film, lu le bouquin sur les médias. Il m'a dit, je viens te voir parce que il fait un travail inspiré de Bruno Latour. Je ne sais pas si j'ai le temps de tomber dans ces détails, mais il me dit, j'ai identifié que mes valeurs féministes, écologistes, j'arrivais pas du tout à les partager avec mes proches. Et j'ai identifié que le régime informationnel qu'on avait dans la famille pouvait expliquer en partie cette incompréhension. Et j'aime mes parents et je souffre de ne pas arriver à avoir une discussion éclairée qui puisse sortir des idées reçues que l'on entend aux écrans. Du coup, Loïc est devenu un bon ami et j'étais heureuse d'avoir un citoyen lambda, non journaliste, artiste de profession qui venait vers moi et on a noué cette conversation où l'intuition que moi je pouvais développer avec un ressenti, mais de par ma profession, je me disais, est-ce que je suis légitime? J'ai peut-être mon biais, je suis située aussi dans qui je suis. Que lui arrive avec une réflexion qui enrichit ça. Et du coup, on a travaillé ensemble depuis 1 an et demi avec un autre Loïc Rocher-Laurenceau, qui lui fait partie de l'association Un bout des médias. Alors, on a créé un kit de survie pour y voir clair dans le monde de l'info. Mais du coup, j'essaye d'être créative à ma manière. Donc, dans le kit, on a mis mieux s'informer, parce que c'est un petit livre pour quelqu'un qui a envie de se renseigner. C'était bon, voilà, je l'ai fait aussi pour aider en ce sens. Mais on a aussi fait un kit pédagogique pour aider les gens à converser entre eux. Donc, ce sont des cartes à travers lesquelles on va aborder le régime informationnel de chacun, les panneaux dans lesquels on peut tomber. On utilise en plus une allégorie autour de la montagne. On a appelé ça Médiaventure. Et le dernier outil du kit, je vous l'ai amené là, alors c'est un peu grand, mais il a été publié dans Le 1. Le 1, c'est un journal monté par Éric Fotorino il y a près de 10 ans, je crois maintenant. Et je lui ai écrit à Éric, parce que j'ai travaillé dans ce journal en juillet, en disant, écoute, avec Natacha Bigan, qui m'accompagne pareil sur ce projet depuis longtemps, on a voulu représenter le paysage médiatique français de manière très subjective, de la manière, moi, dont je me le représente, mais c'est une invitation à ce que chacun aussi se projette dans sa propre carte et montrer que les médias, ce n'est pas seulement des propriétés privées de grands actionnaires, qui est souvent la carte que l'on connaît le mieux. 80% de ces grands médias sont propriétés de Bolloré, Drahi et consorts. Mais il y a plein de journalistes qui essayent de faire leur métier différemment, de manière indépendante, qui essayent de proposer autre chose, qui prennent du recul. Enfin, vous avez vraiment une multitude de pistes à aller explorer. Et cette carte, je l'ai portée parce qu'à chaque fois qu'on la met dans des festivals en grand, les gens passent un temps fou devant et disent « mais je ne connaissais pas, mais c'est génial !» Et voilà, c'est juste des petits efforts que j'essaie de faire pour éduquer, mais petits, mais aussi les plus grands qui n'ont pas toujours eu cette opportunité de se pencher sur le sujet. Donc vous savez que vous pouvez aller voir Anne-Sophie. Oui, si vous voulez, on en parle. Regardez ces cartes tout à l'heure si vous en avez envie. Pour finir, est-ce que vous avez des recommandations pour les responsables politiques? Bon. Afin d'intégrer vos idées dans les programmes scolaires nationaux ou ce genre de choses. Je vous laisse avec ça. Voilà. Non, mais je pense que c'est quand même assez stratosphérique qu'aujourd'hui, on ait des ministres, on est le haut de la pyramide de notre gouvernement, qui ne soient pas formés à tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, quoi. Rien que pour commencer sur le climat. Je veux dire, pour prendre un exemple, le ministre de l'Environnement ou de la Transition écologique, oui, il n'est pas climatologue, c'est normal. C'est pareil dans les conseils municipaux. Hein. Tout le monde n'est pas scientifique, tout le monde n'est pas ultra pro de son sujet, mais c'est pas grave, formons-les. Et donc, formons-les, qu'est-ce qu'on attend? Et il y a eu plein d'initiatives qui ont été tentées, des initiatives comme installer des scientifiques du GIEC, donc vraiment les Yoda, les Master Jedi du climat. À la sortie de l'Assemblée nationale, il y en a eu quoi? Une poignée, quelques dizaines de députés qui sont allés. Mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment inacceptable qu'on ait des personnes qui ont un tel niveau de responsabilité et qui ne soient pas formées. Et nous, on attend que ça. Donc franchement, je leur tends la main avec grand plaisir. On attend que ça, de mettre une vraie formation
rien que sur le sujet du climat, de la biodiversité et de la justice sociale, et tous les sujets aussi que tu as évoqués qui sont ultra importants. Mais aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas, c'est inconcevable qu'on ait des personnes aussi haut placées qui ne soient pas préparées à ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, si on ne sait pas, on ne bougera pas, on ne changera pas. Je suis tout à fait consciente que là, il y a une autre dimension, la dimension des lobbies, par exemple, la dimension de la pression de l'agenda politique, la pression de la popularité dans certains partis. Voilà, toutes ces choses-là sont très importantes. Mais c'est intolérable, je trouve, inacceptable qu'on ait des personnes qui soient à la tête de l'État et qui ne soient pas formées sur ces sujets. On attend que ça, qu'ils m'appellent. Moi, je leur donne mon 06 et on organise un truc avec Anne-Sophie avec grand plaisir, je pense. Alors, je crois qu'il y a des appels d'offres qui ont été passés et donc tous les services de l'État vont être formés, bien pour les hauts fonctionnaires vont être formés. Mais pour moi, et ça c'est important de le dire, la formation ne peut pas tout. C'est dans la profession journalistique, on forme à tour de bras et c'est très important, mais il y a d'autres problèmes plus structurels liés au modèle économique de la presse qui parfois peut empêcher un bon traitement. Au niveau de l'État, c'est pareil. Moi, je pense que Emmanuel Macron a reçu Jean Covici, Valérie Masson-Delmotte, Christophe Cassou. Il les a reçus quand même. Il a été alerté. Il est au courant. Il a toute l'information dont il a besoin. Et c'est pas pour autant qu'il agit en conséquence. Alors, il y a des annonces qui ont été faites cette semaine, mais bon. Et du coup, moi, je crois que c'est important de le rappeler, que le courage politique est important. Et là, pour prendre la casquette que j'ai avec plusieurs réseaux associatifs dans le monde journalistique, il y a un mardi le lancement des États généraux de l'information. Ça fait plus d'1 an qu'on les attend. Et c'est une demande que l'on a à ce que le gouvernement change l'encadrement législatif de notre profession. Parce qu'on a des menaces qui s'appellent notamment Bolloré en ce moment, qui est en train de manger plein de rédactions. Vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé avec le JDD cet été. C'est très triste qu'on soit d'accord ou pas avec ce que racontait le JDD ou avec sa ligne. Ce qui s'est passé est d'une violence inouïe. Et ces menaces-là, dans le paysage médiatique, elles font beaucoup de mal. Et ça, on doit s'en prémunir et on doit absolument défendre l'indépendance de l'information. Parce que c'est ça, c'est cette sécurité-là qui nous permet de bien faire notre métier. Et quand une consoeur de Disclose, dont je fais partie, est mise en garde à vue parce qu'elle a dévoilé des informations secret défense sur de ce que fait la France en Égypte, elle est inquiétée comme si elle était une terroriste. Et ça, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. On essaye juste de défendre une bonne information. Et ça, c'est important aussi de le positionner pour dire qu'il y a aussi cette presse-là qui essaye de faire de son mieux aujourd'hui. Je vais passer la parole au public s'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions. Et j'ai une demande, c'est que vous êtes nombreux, que peut-être il y aura beaucoup de questions et que je suis persuadée que vous avez un avis et une opinion sur ce qui a été dit. Et elle est importante. Et ma proposition, c'est que quand vous avez le micro, vous puissiez poser une question aux personnes qui sont là, à Heidi et à Anne-Sophie. Vous aurez l'occasion du coup d'échanger sur votre opinion avec eux, avec elles dans un second temps. Le micro est là, j'ai vu une main se lever là. C'est parti. Bonjour. Merci d'abord. Donc ma question s'adresse à toutes les deux, mais Anne-Sophie, tout à l'heure, vous parliez de Jean Josel. Et vous venez de parler un petit peu des blocages des politiques, de la complication de la formation, de l'information à ce niveau-là, et du cloisonnement qu'il peut y avoir entre les scientifiques. Jean Josel, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, moi, ça m'a un petit peu choqué, cette histoire, de son échange avec le PDG de Total, qui, a priori, n'est pas un complotiste ni un climato-sceptique. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais là, il y a eu, apparemment, ça n'a pas fonctionné du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je ne sais pas. Moi, ça me donne l'impression qu'effectivement, il y a sur les grands décideurs économiques, c'est un peu comme pour les politiques, il y a un énorme boulot et ça me semble waouh. Voilà, qu'est-ce que...
Je crois que c'était il y a 2 ans, c'est Camille Etienne aussi qui était allée. Et, pareil, elle avait été reçue de manière assez glaçante. Là, c'est vrai que c'est Jean Jouzel qui n'est pas un militant comme Camille peut être identifié comme une activiste, mais c'est un des premiers scientifiques français à avoir été sondé les glaces et à avoir alerté ce qui est en train de se passer. Donc on est censé normalement l'entendre. Et ce que disait Jean, c'est oui, je crois qu'il m'a entendu, mais qu'il a balayé d'un revers de la main tout en disant voilà, il faut aussi être dans la vie réelle. Et cet argument-là, la vie réelle, l'écologie sans contrainte, la sobriété mesurée, font autant partie d'éléments de langage que vous allez voir se développer dans les mois qui viennent, qui sont éminemment travaillés par des personnes haut placées qui n'ont aucun intérêt à ce que leurs intérêts soient dérangés par ce qui est en train de se passer. On va aller faire de l'argent tant qu'on peut sur une planète dévastée. Et tout ça, c'est très travaillé. Donc Jean, quand il dit « je me suis un peu agacée dans les médias, mais en effet, ça me déplaît, j'ai envie de jeter l'éponge », je le comprends. Mais ce que dit Pouyanné, je pense que voilà, c'est des grandes agences de communication qui travaillent ça très bien et qui font qu'ils n'ont pas envie d'entendre et qu'on va en plus stigmatiser avec certains titres de presse qui vont insister sur la radicalité ou l'écoterrorisme ou les ayatollahs verts. Et on va comme ça utiliser le moindre fait et geste de quelques personnes identifiées pour aller dire que ce sont de dangereuses personnes. Donc c'est là qu'il faut arriver à surmonter cette bataille informationnelle et arriver à y voir clair. Et ça devient difficile parce qu'il y a certains scientifiques qu'on est en train de mettre parce qu'ils sortent de leur gonds et qu'ils n'en peuvent plus, et qui se mettent en rébellion ou qui commencent à faire un peu de politique ou à sortir de leur labo pour faire savoir ce qui se passe. On est en train de les associer aussi à des personnes qu'on ne devrait pas écouter. Donc on va maintenant vous dire qu'il y a une bonne science et une mauvaise science. Ça, c'est très dangereux. Donc voilà, tout ça me renvoie à ça et à tout ce que je vois derrière cette petite séquence. On peut en parler très longtemps. Notre question, juste ici. Ah bah alors non, on peut aller là et on fait juste ici après. Juste là. Oui, moi j'avais une question aujourd'hui. Effectivement, on ne peut plus être climato-sceptique sans avoir des intérêts derrière, vu ce qu'on voit à travers la planète. Donc je pense qu'il y a d'énormes intérêts. Nous, on a participé à un colloque pour le climat il y a 2 ans, et le maître mot, c'est un petit peu d'être très très nombreux dans les marches pour le climat. J'ai l'impression que ça n'a pas tellement eu de résultats. Aujourd'hui, nous vous parlez effectivement, au niveau de l'information, d'arriver à changer un petit peu les choses. Ma question, c'est est-ce que finalement, les gens qui aujourd'hui ont l'intérêt de continuer à vivre de la même manière qu'aujourd'hui, c'est ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont des pouvoirs d'achat importants. Est-ce qu'il ne faudra pas vraiment retourner la pyramide pour que les choses changent? Et est-ce que vous pensez que par la démocratie, on pourra arriver effectivement à prendre à changer les choses? Vous avez 2 heures. Changer les choses. Non, je pense que je te laisserai la parole après, bien sûr, Anne-Sophie. Bien sûr, oui, vous avez beaucoup de points très importants à évoquer. Je suis quand même convaincue que continuer à utiliser sa voix, continuer à aller dans les marches du climat, ça reste super important. Franchement, il ne faut pas lâcher ça. Il faut continuer à s'exprimer, continuer à dire si les choses ne vont pas dans le bon sens. Là, on voit qu'il y a les jeunes générations aux États-Unis qui emmènent des États, voire des entreprises devant les tribunaux parce que justement, ces États ou ces entreprises ne remplissent pas leurs objectifs climatiques et atomisent littéralement l'environnement autour d'elles. Il faut continuer à ne pas lâcher l'affaire. Là, on a un autre danger vers lequel on va tout droit, c'est de baisser les bras, quoi. Et je comprends franchement l'immense frustration que l'on ressent tous quand on voit ce qui se passe, voilà, peut-être dans d'autres pays, peut-être au sommet de l'État, et qu'on se dit, mais moi, voilà, si je prends une douche en 3 minutes et que je fais tout le plus vite possible, est-ce que ça va faire une différence? Bah oui. Vraiment, le changement, il commence ici, il commence dans notre cercle d'influence, il commence sur notre territoire. Et moi, là où je suis convaincue, c'est bien sûr que la démocratie est ultra importante, mais surtout les territoires. C'est par les territoires que le changement va commencer à se faire. Et ben dans les territoires, qui on a? Et ben on a vous. Et donc, dans les territoires, il va vraiment, vraiment falloir qu'on dépasse ce fameux triangle de l'inaction qui est les entreprises, les élus et les citoyens, et que finalement, on ne lâche rien, et que si vous trouvez que les choses ne vont pas dans le bon sens, bah,
allez discuter avec votre conseil municipal, discuter avec les entreprises. Essayons de le faire avec bienveillance, mais aussi avec force, hein, avec stratégie, de faire en sorte que les choses avancent. Donc voilà my 2 cents sur votre question. Pareil, je pense en plus, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que injustice climatique, sociale, générationnelle vont toutes de pair. Et que tous les combats méritent d'être menés en parallèle. Donc, marcher, c'est une chose, interpeller en est une autre, enseigner en est une autre, continuer à produire de la... Voilà. Mais je crois aussi au local. Moi, je sais qu'à l'échelle de ma carrière, maintenant, je suis en train de me dire, j'ai informé à plein de niveaux, mais mon voisin au bout de la rue, il n'est pas au courant. Qu'est-ce que je peux faire en tant que journaliste et comment je peux essayer de m'emparer maintenant d'un cercle très différent. Et je cherche aussi à sortir de ma zone de confort, à me dire, tu as peut-être aussi maintenant beaucoup de biais, donc il faut absolument que tu te déconstruises d'une certaine manière pour aller réapprendre sous une autre forme. Et du coup, j'ai même été, là j'ai été tirée au sort pour être à l'Assemblée citoyenne de ma commune, et je trouve ça chouette parce que j'ai pas du tout envie de faire de politique en tant que politico-élu, mais en revanche aller dans cette assemblée-là, apprendre d'autres citoyens, échanger avec ce que je sais et ce qu'eux ressentent, et essayer de bâtir quelque chose. Je pense que ça sera un exercice intéressant. Mais voilà, je tente des petites choses aussi à cette échelle-là. Donc je comprends la déception, mais la déception sur ces questions d'écologie, c'est un cercle récurrent. Voilà, c'est un cycle qui va et qui vient, et voilà. Une question ici et deux, une là et une là-bas. Bonjour, merci beaucoup. Je vais prendre deux éléments de vos témoignages respectifs sur l'expérience Demain c'est nous et l'expérience Junior Reporter. Vous avez créé des cadres dans lesquels vous donniez des actions, des missions, pour reprendre, dans lesquels il y avait des enjeux. Donc ça peut être un cadre d'éducation, un cadre associatif. Et je me sers de ce cadre comme point d'appui pour dire qu'après, dans la vie plus tard, il y a des cadres associatifs également, mais il y a le cadre professionnel. Et dans ces cadres, il y a des missions, il y a des actions, il y a des enjeux. Donc des enjeux économiques. Là, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a toujours ces cadres. Aujourd'hui, il y a certaines problématiques qui imprègnent quelques entreprises. Et ma question, c'est quand les problématiques telles que la décarbonation, par exemple, touchent telle entreprise, est-ce que vous avez des exemples de connexion, de modes de perfusion informationnelle scientifique avec des entreprises, avec certains milieux politiques structurés et structurantes, et qui peuvent peut-être ultérieurement essaimer, donner d'autres potentiels. Je vous remercie. Ouais, merci pour votre question. Je tiens à dire déjà que le festival Livre en Marche, c'est pas que le festival Livre en Marche, c'est tout un programme aussi sur l'année d'éducation, de sensibilisation, de vraies rencontres entre les experts, les sponsors, les entreprises, les territoires. Et franchement, impressionnant. Ça, c'est super important. Donc, continuez, ne lâchez rien là-dessus. Bravo, oui. Bravo Dominique, bravo tous les bénévoles. Et aussi, par rapport aux entreprises, moi, je fais vraiment partie des convaincus que les leviers d'action, ils vont se faire au niveau des territoires et aussi principalement au niveau des entreprises. Donc, entreprises, super levier pour faire changer les choses. Et il y a des super programmes de formation au niveau des entreprises. Au-delà des fresques du climat, qui sont super bien, les fresques d'automne, ateliers d'automne, fresques de la biodiversité, fresques de l'eau. Il y a aussi, par exemple, la CEC, Convention des entreprises pour le climat. Il y a le défi des entreprises pour le climat. Il y a plein de programmes de formation à l'année où vraiment les entreprises doivent s'engager. On signe une feuille de route sur le papier et on y va, quoi. Donc, je ne sais pas si exactement votre question allait dans ce sens-là, mais il y a des vrais programmes aujourd'hui qui sont mis en place à l'échelle des territoires pour former les dirigeants des entreprises et leurs collaborateurs et collaboratrices sur ces sujets. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je vais me baser sur ce que tu as dit pour renchérir. Est-ce que c'était ça? Ouais. Bon. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai noté décarbonation entreprise-État, mais je n'étais pas sûre de... Dans les entreprises, certaines entreprises sont confrontées à par exemple des reportings extra-financiers qui deviennent des normes aujourd'hui et qui doivent prendre en compte des enjeux environnementaux dans leur processus, dans leur organisation, dans leur modèle d'affaires. C'est lointain pour certaines, c'est très proche pour d'autres, les enjeux début 2024 qui arrivent. Et il y a des initiatives ponctuelles comme la CEC, comme les défis de diverses natures. Et il y a également tout ce qui relève de l'intégration des problématiques écologiques
dans les processus de reporting comptables, juridiques, financiers. Et c'est à ce titre-là qu'il y a des points de connexion entre la science, entre les sources d'informations scientifiques et les entreprises, comme flux d'informations réguliers qui sont portés, structurés, mais dans le quotidien des entreprises et pas seulement dans des programmes. Voilà, je vous remercie. Alors, moi, je ne travaille pas avec le monde de l'entreprise, sauf l'entreprise de presse et les éditeurs. Et mon rôle, surtout que je forme beaucoup cette année, c'est de m'appuyer sur ces fresques et ces outils qui existent pour aider les journalistes à bâtir une grille de questionnement avec des ordres de grandeur en tête et des réflexes pour qu'ils soient mieux formés à questionner le monde sans être un spécialiste de ces questions, mais de pouvoir être dans un débat politique ou face à un chef ou une chef d'entreprise en mesure d'entendre ce qui est dit, ce qui est annoncé, mais aussi de challenger sans juste reprendre ce qui est dit dans un communiqué de presse. Parce que parfois, c'est compliqué. Donc voilà, vous parliez de décarbonation, moi je leur dis attention, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Et en fait, ça fait partie d'une multitude de critères à prendre en compte. Et que ce soit l'atténuation ou l'adaptation, voilà, on peut mal s'adapter et on peut bien s'adapter et engendrer un certain nombre de co-bénéfices dans ce qu'on fait. Donc voilà, moi, je reste journaliste et le seul endroit où je peux accompagner, c'est au sein de l'entreprise de presse, dans l'éditorial. Et après, il y a des cadres, en effet, qui sont faits, comme Bicorp, comme les politiques, je ne sais plus, on appelle ça la raison d'être, maintenant, ce n'est plus la RSE. Mais ce sont les entreprises de presse qui fonctionnent comme ça, le font comme d'autres entreprises. Voilà. Est-ce que le cadre est suffisant? Ça, je ne sais pas. Mais peut-être que tu t'y connais mieux là-dessus. Alors moi, je vais vous inviter à aller voir deux personnes qui sont au salon et qui auront des réponses à vos questions sur le sujet. Il s'agit de Fabrice Bonifay et Céline Puffardichvili qui ont écrit un bouquin sur l'entreprise contributive. Fabrice participe aussi à une conférence à 17h15. Merci. Et là, vous aurez des éléments d'information, notamment sur la comptabilité triple capital, etc., qui répondront à votre question. Et on prend deux dernières sessions. Et c'est pas une question, c'est juste pour vous donner un exemple. Heidi en a très bien parlé. Elle est venue parler à 180 lycéens hier. Et on a eu un cas parfait d'un scientifique qui vient, qui passe 2 heures avec 180 personnes, d'une manière limpide. Elle leur a expliqué les enjeux. Et à la fin, c'est vrai, je leur ai dit, certains d'entre vous vont avoir envie de rentrer chez vous et d'en parler avec vos parents, votre entourage, votre premier cercle. Mais attention, parce que souvent, on se prend des coups, en fait, parfois, parce que c'est difficile. Elle a expliqué avec une telle limpidité, on a compris ce qu'elle a dit, mais le restituer à son premier cercle, c'est piégeant. Et surtout pour les jeunes, même pour les adultes, on le vit tous. Et donc, je leur ai dit, si jamais vous voulez le faire et partager, allez chercher une vidéo. En fait, je t'ai demandé conseil, lequel tu leur conseilles pour qu'ils puissent le regarder avec frères, sœurs, parents, pour ensuite engager le débat. Et pas pour qu'ils aient à relayer son message auprès des parents et tout ça, ce qui est trop dur. Et on peut pas. Donc, la solution, oui, c'est par l'éducation, mais il faut s'appuyer sur vos outils pour ramener le message à la maison. Merci. On va prendre une dernière question juste ici. Merci. Bonsoir. Une question, vous avez la chance d'être au contact des enfants, des adultes ou jeunes adultes, vous les accompagnez sur des projets éducatifs ou projets de voyage. Ma question, elle concerne la biodiversité et je voulais savoir comment... Moi, je n'ai pas la chance d'avoir une vue d'ensemble. Je voulais savoir comment ils se situent par rapport à la biodiversité et au vivant. Est-ce qu'ils se situent membres du vivant et de la biodiversité ou est-ce qu'ils se situent de façon générale supérieurs au vivant et supérieurs à la biodiversité? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à cette question qui est très intéressante. Par rapport à leurs connaissances, en fait, c'est des jeunes, la plupart, surtout ici, qui ont un socle de connaissances déjà très important sur le sujet du climat, de l'évolution des territoires. Je ne suis pas allée jusqu'à la philosophie de savoir où est-ce qu'ils se plaçaient par rapport au vivant, mais c'est clair que les tout jeunes ont un attachement ultra fort avec le vivant
et veulent tout faire pour le protéger. Voilà, je vous apprends rien, mais c'est vrai que ça aussi, c'est un levier d'action très fort quand on travaille avec les jeunes générations. L'important pour eux, ils ont compris que la biodiversité, c'est un socle crucial. Après, est-ce qu'ils ont compris qu'ils en faisaient pleinement partie? Peut-être un peu plus que nous, à voir, je ne sais pas. Moi, je crois que ça m'est arrivé de poser une fois la question dans une de mes classes. Et non, l'humain était un peu plus supérieur que l'animal. Donc c'est après qu'on engage une conversation. Il y a des outils pour ça, et voilà. Mais ça reste, je pense, quelque chose qui est presque transmis malgré nous, dans l'imaginaire aussi. Moi, j'ai beaucoup questionné dans l'enquête sauvage un peu, mais avant, je l'avais fait sur comment se fait-il que quand on est petit, on est entouré de doudous et de livres qui sont remplis d'animaux, et puis à quel moment se passe la bascule où on considère qu'on peut exploiter le vivant et tout mettre à notre service. Voilà, donc en fait, je pense que, comme disait Heidi, c'est beaucoup de discussions, de conversations, de contemplation aussi, d'observation, de vécu, qui permet peut-être parfois juste de sentir ce qui se passe et de cultiver un attachement. Il y a un livre comme ça qui a fait l'objet d'un film qui était très bien. C'était il m'échappe, mais c'était le secret du lien. Le secret du lien. C'est pas le bon titre, mais c'était travailler des éducateurs nature qui, avec des classes, ont fait des programmes au long cours d'immersion où les enfants ont été accompagnés. C'est le grand secret du lien. Voilà. Ont été accompagnés, et à la fin, certaines classes ont même pu aller dormir. Les enfants étaient seuls à dormir en nature, en plein air, dans le grand dehors. Et du coup, ça, c'est riche. Je pense que à la manière de ce que tu fais, ça va juste leur offrir la possibilité de le faire et de se dire que ça peut être au bout du jardin aussi. Mais les enfants ne sont pas tous les mêmes. Et quand on grandit dans des quartiers très urbanisés, il faut aussi apprendre à montrer ce qui se passe à côté de chez soi. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc, il faut absolument aussi le faire à cet endroit-là. Merci à toutes les deux. L'enquête sauvage, Sentinelles du climat, Mieux s'informer, Demain c'est nous et Faites-les lire. Vous les retrouvez toutes les deux juste à côté dans quelques minutes. Merci beaucoup, Merci Anne-Sophie. Justine. Merci. Merci beaucoup. Merci Justine. À très vite.